Chapitre 8. Hercule et le vieil homme. Chère Marinette, ces quelques lignes depuis la place du village, où deux personnes font une exhibition, mais je crains qu'il y ait un accident. J'ai entouré sur le plan la localité où je me trouve. Hercule. Cher Édouard, tiens le coup, j'arrive. Affectueusement, Hercule. Chère Emma, comptable chez Dario, garagiste. Je me demande si vous croyez en Dieu. Je me suis posé la question. Je n'ai pas trouvé de réponse, mais je n'y pense plus. Avec l'espoir de vous revoir, Hercule. PS, je marche encore. On était en fin de matinée. Un attroupement s'était constitué autour d'un couple de baladins faisant une démonstration d'adresse, surtout pour le lanceur de couteaux. Un peu à l'écart, un vieux monsieur, un plaid sur les épaules, farfouillait dans une poubelle. Le lanceur de couteaux avait une tunique bleu clair aux manches usées, un catogan maintenait ses cheveux gras sur la nuque. Face à lui, la femme collée à une planche restait immobile. Il pria l'assistance de reculer comme s'il y avait un réel danger, puis lança ses couteaux qui se plantèrent à quelques centimètres de sa partenaire. Le vieux fouineur parut découvrir les acteurs du spectacle et se plaça entre les deux saltimbanques en ricanant. Les deux nomades braillèrent en lui demandant de disparaître, mais il se mit à se trémousser. Ses mouvements étaient irréguliers et approximatifs. Près de lui, le lanceur de couteau semblait plus précis et déterminé. Le couple rangea son attirail pendant que les badauds s'éloignaient, mais le vieil homme continua sa danse sur la place du village, les bras levés vers le ciel, les yeux fermés, comme si le public était toujours là. Hercule désirait poursuivre sa marche, mais il se dit qu'étant l'unique spectateur, il serait incorrect de s'en aller en le laissant seul. Il pensa à Maurice dans ce centre de vacances près d'un lac, qui jubilait le soir où il avait remporté le concours de poésie. Devant cet enfant frétillant de joie, se tortillant sur sa chaise de douleur ou de plaisir, les autres compétiteurs, gênés, étaient partis en le laissant seul. Le gentil organisateur avait frappé en rythme dans ses mains, lancé une blague, ce qui avait provoqué des éclats de rire dans le public. Hercule avait souri, embarrassé, constatant qu'il était bien difficile en cet instant d'être le frère de Maurice. Il avait regardé Marinette, elle l'observait les mains sur la bouche. Son sourire avait disparu, et il avait le sentiment de n'être qu'un perfide hypocrite. Il y avait eu, ensuite, les années d'études de Maurice. Il passait des journées cloîtrées dans une mansarde aménagée par notre père, ses résultats scolaires étant d'autant plus remarquables qu'il refusait toute aide de ses parents. Cela n'a pas de conséquence s'il souhaite être isolé, disait Marinette, il a d'autres préoccupations. En réalité, eux-mêmes étaient des reclus. Un jour, Maurice souhaitait une orchidée bleue, un autre jour une méthode de chimiste, la semaine suivante un traité sur le système solaire, puis les œuvres complètes de Victor Hugo. Impressionné par son envie d'apprendre, il se pliait à ses demandes. Maurice avait la chance de posséder une capacité mentale supérieure, des facilités qu'il n'avait jamais eues et, quelles que soient les circonstances, il ne l'abandonnerait jamais. « Papa, disait-il, as-tu lu le discours de la méthode de Descartes? Ou alors, tu connais Thomas Edison et ses innovations majeures? » Comment? J'avais pensé que, une bonne partie de son existence, Hercule avait courbé l'échine pour éviter tout problème, et voilà que son propre frère avait décidé de soutenir son regard
et de faire une mise au point avec lui. Il s'en voulait d'avoir souri le jour du concours de poésie. Le vieux monsieur fit une pause. Il parut découvrir Hercule pour la première fois. Écartant la couverture de ses épaules, il fit une révérence, une courbette appuyée. En dessous, il était vêtu d'une espèce de chemise si crasseuse que l'on ne pouvait discerner le pantalon de sa liquette. Il se redressa sans perdre Hercule des yeux. Les spectateurs circulaient sans s'arrêter, peu décidés à s'immiscer dans la rencontre des deux personnages. Hercule se déplaça vers lui, presque prudemment. C'était donc bien Hercule qui était attiré par l'étrange bonhomme. Entre deux pas, il se sentit tellement gêné qu'il fit semblant de chasser une mouche imaginaire posée sur son nez. Le vieux patientait. Quand ils furent à moins d'1 mètre l'un de l'autre, le monsieur à la couverture allongea les bras à la manière de quelqu'un qui voulait toucher la taille d'un danseur invisible. Hercule n'avait d'autre alternative que de le singer. Avec lenteur, gauchement, leurs pieds se déplacèrent vers la droite. Il n'y avait pas un réel contact, juste un frôlement, mais ils se balançaient en cadence. Hercule sentit une odeur de pisse ou de dégueulis, mais il en avait perçu de pire. Il entendit vaguement la cacophonie des badauds et les vagissements d'un nouveau-né. Le clochard danseur s'immobilisa, fit une dernière révérence. Troublé, Hercule secoua la tête de bas en haut et le remercia pour la chorégraphie. L'homme avait déjà repris sa pièce d'étoffe et s'écartait en claudiquant, comme si la danse lui était soudain devenue étrangère. Dans une échoppe proche de l'église, Hercule acheta un assortiment de petites bougies colorées pour Édouard et un médaillon ciselé représentant une sainte auréolée pour Emma. Il remarqua que les clients de la boutique achetaient des bibelots à caractère religieux plutôt que des gadgets inutiles, vite oubliés sur une étagère. Hildesheim désorienta Hercule. Il avait intégré une cadence mesurée, mais l'agitation de la ville cherchait à l'intimider. Auparavant, il avait apprécié l'air pur des champs, la quiétude de la campagne, où l'ensemble des forces naturelles était en place. Il avait compris qu'il faisait partie de cet ensemble. Dans les rues, il n'y avait aucun moyen de se dérober. Il n'était pas préparé. Il s'efforçait de trouver sous ses chaussures quelques résidus de terre, mais les pavés étaient partout. Les camions, les tracteurs, les passants, les maraîchers hurlant dans la cohue, toute cette ambiance le tourmentait. Il souriait à chacun et c'était éreintant d'adresser un sourire à des personnes inconnues. Il s'écoula une journée pendant laquelle il marcha sans but précis. À l'instant où il venait de décider de partir, il remarqua un objet qui le détourna de son objectif et 1 heure de plus s'écoula. Il examinait des babioles en essayant de déterminer leur utilité. Devait-il envoyer une essence de lavande à Magda? Il se souvint que la cultivatrice ne se parfumait pas, et cela depuis longtemps. Plus loin, il s'arrêta devant une vitrine qui exposait un assortiment de charcuterie tellement important qu'il oublia sa fringale et poursuivit sa déambulation. Ce qui lui avait semblé si simple lorsqu'il marchait seul, un pied devant l'autre, s'évanouissait devant une telle profusion d'aliments, de maisons, de gens. Il était impatient de se retrouver sur les chemins. À présent qu'il avait l'occasion d'acheter des chaussures de randonnée, il hésitait. Après avoir passé 1 heure avec une jeune vendeuse motivée qui lui avait présenté non seulement des chaussures adaptées, mais aussi un sac à dos
et une casquette à rabat, il présenta ses excuses et quitta la boutique avec une boîte d'allumettes. Après tout, songea-t-il, mes brodequins et mon sac en tissu, genre gibecière, font parfaitement l'affaire. Et avec un soupçon d'ingéniosité, il pouvait glisser sa brosse à dents et son peigne dans sa poche, son savon et son dentifrice dans l'autre. Finalement, il se dirigea vers une auberge proche de l'église. 15 ans plus tôt, Édouard avait pris le train à la gare de Vence. De là, était-il descendu à Nice ou à Menton voir la famille, des amis? Il ne s'était confié à personne à propos de ce voyage. Plus tard, il avait essuyé des larmes en écoutant une chanson à la radio, Les Roses Blanches, interprétée par Berthe Silva, un thème dramatique teinté de trémolos. Cela lui rappelait sa mère morte depuis peu, avait-il raconté entre deux reniflements. « Pardonne-moi » avait-il bredouillé. « Tu es excusé, voyons. C'était une bonne personne. » « Certainement. Tu l'aurais aimé, Hercule. » Il m'avait rapporté que lorsqu'il était enfant, sa mère jouait à cache-cache avec lui. Elle faisait semblant de l'ignorer en disant « Où es-tu? Où es-tu » et lui, derrière une porte, disait innocemment « Je suis là ». C'était tellement drôle, avait-il affirmé en se mouchant. Elle me manque énormément. Même dans sa peine, il demeurait conforme à son personnage, digne et respectable. Il y avait foule dans la salle du Gas House, auberge, proche de la gare. Il trouva une table un peu en retrait de l'agitation qui régnait, observa les groupes d'adolescents excités à l'idée de prendre le train, puis se demanda si Magda avait patienté à cet endroit, seule et triste dans sa robe désuète, le regard plongé vers le futur. Il n'aurait jamais dû partir de Saint-Jurgen de cette façon. « Veuillez m'excuser, cette chaise est disponible ?» demanda une voix plaisante. Un homme distingué, soigneusement habillé, se trouvait à sa droite et désignait du doigt la chaise opposée. Hercule frotta ses joues, surpris et gêné d'avoir pleuré une fois de plus. Il réagit et, en un geste, engagea le voyageur à s'asseoir. L'homme était vêtu d'un costume beige qui laissait entrevoir une chemise blanche, garnie aux poignets de boutons de manchette en nacre. Il avait un physique gracieux et élégant, sa fine chevelure gominée était soigneusement coiffée vers l'arrière. Lorsqu'il s'installa, il croisa les jambes de façon à ce que les plis de son pantalon soient dans le prolongement de sa cuisse. Il porta les mains au niveau de sa bouche et les joignit dans un geste délicat. Hercule aurait aimé ressembler à ce type d'homme, remarquable par son allure, comme aurait dit Marinette. Il jeta un coup d'œil vers Hercule à l'instant où la serveuse déposa une tasse accompagnée d'un petit pot de saccharine et d'une tranche de pain. Le monsieur s'exprima d'une voix touchante. Les séparations sont infiniment difficiles. Puis il remplit sa tasse de chicorée et l'enrichit d'une cuillerée de poudre blanche. Hercule lui raconta son projet. Il voyageait à pied pour aller voir son père gravement malade. Il voulait le trouver vivant et surtout il espérait qu'il allait guérir. Il lui parla également de la comptable de chez Dario. Il s'exprimait sans diriger son regard vers son voisin de table, les yeux posés sur la tranche de pain noir de la longueur de l'assiette, où le fromage ramolli coulait dans un mélange confus. Le dandy découpa une partie de sa tranche en petits carrés et mâchonna une portion en écoutant Hercule.
La salle était comble et bruyante. Emma, la comptable, était le type de femme que les mécanos n'aiment pas, précisa-t-il. Contrairement à certaines clientes du garage, elle n'avait pas le profil d'une starlette, elle avait même quelques poils duvetés sur les joues. Les ouvriers ricanaient, ils lui attribuaient des surnoms et cela la faisait souffrir. Hercule n'était pas persuadé que le monsieur chic l'écoutait. Il s'extasiait devant la façon parfaite que celui-ci avait d'introduire les morceaux de pain entre ses lèvres et de se frotter les mains à chaque bouchée. « Voulez-vous goûter » interrogea le monsieur raffiné. « Non, merci. » Hercule souleva ses bras vers l'avant, repoussant l'invitation. « Un morceau me suffit. Ce serait fâcheux de gaspiller l'autre partie. »« J'insiste, dites oui. » L'homme aux cheveux gominés écarta les morceaux qu'il avait tranchés sur un coin de la table et avança vers Hercule l'assiette où était déposée l'autre moitié. « Je souhaiterais vous demander si vous paraissez être une personne à qui l'on peut se fier. » Hercule acquiesça d'un mouvement de tête. Il ne pouvait réagir. Il avait déjà la bouche occupée par une épaisse tranche qu'il n'osait pas expulser. Il essaya d'arrêter de la main le filet de fromage fondu qui maintenant coulait sur son poignet et tachait sa chemise. « Je me rends tous les samedis à Hillsheim, poursuivit le voyageur. Je prends le train de bonne heure et je repars à la tombée de la nuit. Je rencontre un homme âgé et nous passons du bon temps ensemble. Nul n'est informé de cette face cachée de mon existence. » Il fit une pause et remplit à nouveau sa tasse de chicorée. Hercule avait une grosse mie de pain collée au palais. Il percevait que l'homme élégant tentait de croiser son regard, mais il n'avait pas la volonté de relever la tête. « Je poursuis » demanda le monsieur. Hercule donna son accord d'un mouvement de menton. Il sentit la mie de pain poursuivre son chemin jusqu'au fond de sa gorge. « J'adore nos ébats, sinon je ne reviendrai plus ici. J'ai de l'affection pour lui. Après, il me sert un jus de raisin, quelquefois, il me raconte sa vie. Son allemand est déficient et il a une légère claudication. Je crois qu'il a eu un accident quand il était enfant. » Il y eut un silence. Le monsieur chic avait la bouche ouverte, mais il ne sortait aucun son, comme s'il luttait contre un ennemi intérieur. Il porta sa tasse de jus noir à ses lèvres. Sa main tremblotait si fort que le liquide déborda sur les carrés de pain. « Il me bouleverse, ce vieil homme. Il me bouleverse bien au-delà de notre relation. » Hercule baissa à nouveau la tête et se posait la question de savoir s'il pouvait se dérober. Il renonça. En définitive, il avait avalé une part de la tranche de pain de l'homme aux cheveux gominés, mais il éprouvait une certaine gêne d'être le confident et le spectateur des troubles de ce monsieur si délicat. Hercule déplorait qu'il ait renversé le liquide de sa tasse, espérant le voir essuyer le jus noir, mais celui-ci resta indifférent au débordement. Il poursuivit dans un rythme lent et saccadé. « Je passe la langue sur ses pantoufles. C'est un de nos jeux. Cependant, ce soir, j'ai constaté une petite déchirure sur le bout de sa chaussure. » Sa voix se mit à chevrotter. « J'adorerais lui offrir une autre paire, mais je crains de le blesser. Pourtant, je suis peiné de le voir déambuler avec ce trou sur son chausson. Il va avoir froid aux pieds. Que puis-je faire ?» Il se pinça les lèvres afin d'interrompre le flot de tourments qui semblait vouloir sortir encore de sa bouche. Hercule restait muet. Son voisin de table n'était pas vraiment celui qu'il pensait être. C'était un bonhomme comme lui,
mais avec une douleur peu ordinaire. Cependant, il était impossible de l'imaginer partageant sa tranche de pain en le croisant sur le trottoir ou dans une auberge. Hercule l'imaginait plutôt dans le hall de la gare, en voyageur élégant que rien en apparence et en tout lieu ne distinguait des autres. Malgré l'économie allemande en convalescence, les citoyens se procuraient du lait, du pain noir, de la chicorée et expédiaient même des lettres. Ce que les autres ne pouvaient pas connaître, c'est le lourd fardeau que chacun se charriait, la volonté surhumaine qu'il fallait avoir pour paraître normal et partager le quotidien de ses proches. Tout en lui tendant un carré de tissu qui ressemblait à un mouchoir, Hercule lui répondit « Si je peux me permettre, moi je lui offrirai des pantoufles neuves. » Il prit le risque de lever les yeux et de les planter dans ceux du monsieur élégant. L'iris était d'un vert profond, le blanc parcouru de vénules rosées paraissait enflammé. Hercule était ému, il ne détournait pas son regard, les deux hommes demeurèrent ainsi quelques minutes, sans s'adresser la parole. C'est Hercule qui eut un léger sourire. Il venait de comprendre que dans sa randonnée, pour expier les erreurs qu'il avait commises, il y avait un autre trajet pour admettre les extravagances des autres. Des inconnus lui révéleraient leurs secrets, et il était libre de les entendre, d'emporter avec soi, en les quittant, un peu de leur mystère. Il était tellement éloigné de certains événements qu'il était redevable auprès de ses parents. Son voisin lui retourna un sourire. « Je vous remercie, » dit-il. Du bout des doigts, il s'essuya les lèvres, effleura le bord de la tasse à l'aide du carré de tissu. À l'instant où il se leva, il déclara « Nos routes ont peu de chances de se croiser à nouveau, mais j'ai été enchanté de vous rencontrer, enchanté d'avoir pu échanger quelques confidences avec vous. » Ils se séparèrent en se saluant, oubliant derrière eux la demi-tranche de pain noir. Chapitre 9. Les égarements de Marinette. Marinette ne savait pas ce qui était le plus déplaisant, l'émotion qu'elle avait ressentie en apprenant qu'Hercule allait rejoindre son père à pied ou la colère qui avait suivi. Elle avait bien reçu une lettre de Hildesheim. Ces quelques lignes lui donnaient un point précis sur son parcours, mais sans aucune justification ou réconfort. Hercule avait bien essayé de la joindre au téléphone, mais entre 2 coupures et 10 grésillements, il lui avait confié, de façon inaudible, qu'il était fatigué et que le pactole économisé pendant son séjour à Saint-Jürgen était bien entamé. Pourquoi avait-il eu l'impudence de succomber aux incitations de ses camarades pour partir en Allemagne? Comment pouvait-il la blesser à ce point, sans pouvoir en parler à son père mourant? Une accumulation de lettres, adressées à Hercule, dormait sur un petit guéridon près de l'entrée et lui rappelait chaque jour son absence. Elle passait le balai sous son lit à la recherche d'un mouchoir, d'une pantoufle, d'un bouton qui pouvait lui rappeler son fils. Marinette n'avait pas uniquement à endiguer sa propre colère, mais aussi la curiosité des voisins de la ferme d'à côté. Elle s'était embarquée dans des explications peu crédibles, racontant qu'Hercule s'était blessé au garage de Dario. 2 à 3 fois par semaine, Roger se manifestait près de l'entrée, un petit cadeau en main, en demandant s'il pouvait rencontrer Hercule. C'était ainsi que Marinette avait intercepté différents objets, un couteau suisse, une tour Eiffel porte-clés, une boule de verre lumineuse. Dépourvue d'arguments, elle avait été tentée de lui annoncer que son fils était aux urgences, mais elle ne pouvait lui mentir davantage. Son généreux voisin lui aurait sans doute proposé de la conduire à l'hôpital. Elle éprouvait,
un peu plus chaque jour, un sentiment de solitude, d'enfermement, dans la ferme de Coursegoule. Une semaine après son départ, Hercule appela d'une cabine de poste et lui précisa son intention de passer une nuit à Dieppe Falls, puis de partir tôt, le matin suivant vers Lambranch. Par moments, je me dis, précisa-t-il, que je marche aussi pour Maurice. Tu as entendu, maman? Elle avait entendu, mais elle était dans l'incapacité de lui répondre. Je pense souvent à lui et je remémore certaines anecdotes quand il était gamin. Peut-être que ça peut soulager. Marinette soupira. Elle avait l'impression qu'une main lui tordait l'estomac. Es-tu en train de me raconter que Maurice souhaite que tu ailles voir ton père à pied? Il ne répliqua pas et après un long silence, « Non, dit-il. » C'était un son étranglé, comme une mécanique enraillée. Elle continua. « Tu lui en as fait part? » « Non. » Marinette se redressa, quitta sa chaise, marcha nerveusement sur les dalles de l'entrée. « Si tu as l'intention de voir Édouard, si tu as l'ambition de traverser l'Allemagne du nord au sud, sans carte, sans m'avertir, aie au moins la décence d'accepter ton incompétence. Ton entêtement te perdra. C'est mon avis et c'est certainement l'avis de Maurice. » Après cette envolée empreinte de moralisme, elle raccrocha. Elle s'en voulut aussitôt, essaya de le rappeler, mais la ligne était interrompue. Elle exprimait parfois ses pensées spontanément et le regrettait ensuite. Elle s'efforça de trouver une occupation. Il lui restait plus grand-chose à repasser, sauf les deux rideaux, mais elle n'avait plus d'énergie. Une autre journée s'écoula sans aucune nouvelle d'Hercule. La nuit, elle sommeillait de façon discontinue, perdue dans ses songes. Elle participait à un bal où les invités, tous des étrangers, étaient costumés en habits de cérémonie, aux revers de soie et robes de taffetas. Assise à une table où l'on dînait, elle baissa la tête et aperçut son cœur posé sur sa cuisse. « Enchantée de faire votre connaissance, » formula-t-elle à son voisin, tout en protégeant l'organe avec ses mains pour le cacher à sa vision. Durant les minutes qui suivirent, le cœur se contractait, s'arrêtait, puis repartait à un rythme incontrôlé. Les domestiques commençaient à servir les entrées. Cependant, elle n'éprouvait aucune douleur. C'était en réalité de la peur. Une peur si foudroyante qu'elle en ressentit des brûlures dans les mains. Et de quelle façon allait-elle loger discrètement le cœur dans son thorax, alors qu'elle n'avait aucun orifice dans sa poitrine? Malgré les mouvements brusques de ses doigts sous la table pour tenter de le saisir, il restait greffé à sa cuisse. Elle avait envie de sauter, de crier, mais elle devait rester immobile, silencieuse, car nul ne devait comprendre ce qui se produisait dans sa poitrine. Marinette émergea de son sommeil à 5h10, imprégnée de sueur, et alluma la lampe à pétrole de la cuisine. Elle songea à Hercule, à ses économies qui devaient se volatiliser, à Roger et ses cadeaux, au bavardage des voisins, aux chèvres qu'il fallait sortir de l'enclos. Elle était épuisée. 2 heures après le lever du jour, elle raconta à Maurice qu'Hercule allait à pied rejoindre une femme qu'il avait connue et peut-être rendre visite à son père. Maurice demeura attentif. Ni toi ni moi n'avons rencontré la fille de chez Dario. Elle travaille au garage. Elle est comptable. Une vieille fille solitaire, un peu joufflue. Marinette poursuivit qu'elle aurait aimé qu'Hercule la lui présente. Maurice avoua que c'était pareil pour lui. « Que dois-je faire pour Édouard? Que ferais-tu, toi, mon petit ?» Il lui résuma la maladie de son père, l'encourageant à consulter son médecin. Il énonçait des termes
qu'elle n'avait pas le courage de prononcer par appréhension. « Mais je ne peux pas laisser la ferme. Et si Hercule arrivait et que je sois absente? Et qui va s'occuper des chèvres ?» Maurice éclata d'un rire sonore, un peu moqueur, car il était enclin à des mots ou des phrases chocs qui pouvaient parfois blesser. Marinette avait deux options. Elle pouvait rester à la ferme et patienter, ou prendre une décision et agir. Elle se remémora le rire de son fils. Une douleur acide lui brûla l'estomac. Puis il lui annonça quelque chose d'imprévu. « Emma, la fille du garage, c'est une brave fille. » Marinette tressaillit. « Mais tu ne l'as jamais vue ?» C'était vrai, mais en retour, il était inexact qu'elle et Emma ne se soient jamais rencontrées. Emma était venue à Coursegoule avec une lettre pour Hercule. « C'est important, » avait-elle dit. Marinette laissa échapper quelques larmes. Le lundi suivant, elle téléphona à l'hôpital pour avoir un entretien. Chapitre 10. Hercule et son étrange famille. Les Stratus se présentaient en couche uniforme, zébrant le gris du ciel, pendant que la lune finissait sa course à l'horizon. Content d'être à nouveau sur les chemins, Hercule était débarrassé des tumultes du village. Il avait laissé Hildesheim derrière lui, après avoir acheté 2 cartes postales pour Emma, un guide des provinces allemandes et une revue usagée sur les différents nuages. Il prit aussi une bouteille d'eau, 3 tranches de pain, un morceau de lard et, sur les conseils d'un rebouteux, une crème pour les pieds. L'homme lui avait également annoncé des intempéries pour les jours à venir. Le tourbillon de ses souvenirs s'était interrompu dans le village, mais à l'instant où il fut en pleine campagne, les visions circulèrent à nouveau sans entrave dans sa tête. En marchant, il délivrait un passé qu'il s'efforçait de contourner depuis 10 ans, et ce passé jacassé, batifolé dans son crâne avec une prégnante vitalité. Hercule ne considérait plus son parcours en termes de kilomètres, mais l'évaluait en fonction de l'évocation de son passé. Aux abords d'un jardin potager, il imagina Marinette, dans celui de Coursegoule, en train de planter des fèves, portant son tablier noir, le chignon enroulé sur le haut de sa tête. Il vit 2 cookies cassés tomber d'un nid, abandonnés, et se souvint avec une affection émouvante de la vulnérabilité du crâne de Maurice à sa naissance. Plus loin, il perçut les coassements d'une grenouille dans un étang proche. Il ressentit les mêmes sentiments que lors de son enfance, la même sensation d'isolement que lorsqu'il était étendu sur la paille de la grange. « Tu pars ?» avait-il demandé à sa mère. Il lui était agréable de penser qu'il était aussi grand qu'elle et déjà plus grand qu'Édouard. Elle avait saisi un bagage à main, croisé autour de son cou un long foulard en laine qui retombait dans son dos. « Je m'absente un peu », avait-elle dit en actionnant la poignée de la porte d'entrée. « Je pars avec toi. » Délicatement, il s'était agrippé aux franges. La laine était douce et parfumée. « Ne fais pas l'imbécile et tout se passera bien. Tu es un grand garçon à présent. »« Je peux te raconter une histoire ? Ce n'est pas le moment, Hercule. » Elle avait lentement libéré son foulard, puis s'était essuyé les joues. « Tu me fais faire l'idiote. Mon maquillage coule. Tu es très belle quand même. Fais une prière pour moi. » Puis, comme si elle allait avaler tout l'air de la pièce, elle avait pris une longue inspiration et était sortie. Les circonstances de son départ lui revenaient à l'esprit avec une telle clarté que l'épisode lui paraissait aussi vrai que l'herbe sous ses semelles. Il percevait le subtil parfum de violette de sa mère, le velouté poudré de son phare.
Il imaginait que si elle lui avait permis de l'étreindre, il aurait pu savourer la chaleur de sa joue. « J'ai supposé que vous apprécierez ça », avait dit un matin Emma aux ouvriers du garage. Elle avait ouvert un sachet décoré, garni de petits caramels marrons, puis avait balancé dédaigneusement la tête en voyant leur indifférence. Elle n'avait plus jamais offert de caramel ni de friandises aux gars des ateliers. Le soleil, maintenant haut dans le ciel, avait chassé les nuages au-dessus des faubourgs aux maisons couvertes de tuiles rouges. Des guirlandes de délicates clématites étalaient leurs clochettes sur les murs de pierre et plus loin, des gerbes de lierre s'enroulaient autour des grilles d'un jardin public. Contrairement aux prophéties du rebouteux, il ne pleuvait pas et il eut le sentiment d'être favorisé en consultant la revue décrivant les différents nuages. Face à lui, la légère déclivité des champs s'étendait dans le lointain. Ragaillardi, Hercule accomplit les quelques kilomètres restants pour arriver à Bitbourg. Il croisa 2 chasseurs avec leurs chiens et une femme qui ramassait du bois mort. En fin de journée, il rencontra un homme d'environ 50 ans, barbu et chevelu, qui se présenta comme un ancien gardien de prison voulant devenir écrivain. L'individu lui conseillait de mettre du vin dans sa bouteille d'eau. Hercule refusa, racontant que l'alcool n'avait jadis engendré que des malheurs à ses proches et que cela faisait longtemps qu'il avait adopté la sobriété. Hercule lui loua les particularités d'une jeune Emma qu'il avait connue, sa manière de réciter les poèmes à l'envers et de relater des anecdotes marrantes, sa préférence pour les caramels, les fraises au sucre qui lui teintaient la langue d'un rouge vif, coloration qu'il n'avait jamais voulu lui révéler. Alors je lui tendais un verre d'eau en espérant que cela dilue l'aspect cerise mûre de sa bouche. « Vous êtes un bienheureux, » lui dit le barbu quand il lui précisa qu'il allait à pied jusqu'à Valoris, dans le sud-est de la France. Hercule croquait un morceau de pain durci, agrémenté d'une tranche de lard, tout en rétorquant qu'il n'avait rien d'un saint. « Ma mère vous dirait que je n'ai rien d'un ange. » Si vous imaginez les gens que j'ai côtoyés, soupira le maton, c'est à vous dégoûter de la profession. Vous pensez vraiment qu'Emma vous attend? Oui. Et vous espérez arriver à Valoris avec des chaussures pareilles? Oui, répondit à nouveau Hercule. Vous ne craignez pas une mauvaise rencontre? Tout seul, vous savez, c'est dangereux. Au début, oui, mais je me suis adapté. J'évite les grandes routes, je suis discret et je traverse les villages. Parfois, je marche la nuit. Le gardien de prison baissa la tête en haussant les épaules. Et les autres, les marginaux, les ivrognes, les voleurs, ces individus que vous pouvez rencontrer, que deviendrez-vous si vous croisez l'un d'eux? Hercule songea aux personnes qu'il avait connues jusqu'à présent. Leurs récits, leurs témoignages l'avaient touché, étonné, mais ne l'avaient jamais laissé indifférent. Il avait toujours éprouvé un intérêt pour chacun, et il savait maintenant qu'il y en avait beaucoup pour qui il avait un sentiment d'amitié, parfois proche de l'amour. Je ne suis qu'un voyageur banal, un modeste promeneur, un invisible. Je ne dérange personne. Quand j'annonce mon objectif aux gens, j'ai le sentiment qu'ils comprennent. Ils regardent leur propre vie et ils souhaitent que je parvienne à destination. Ils souhaitent, comme moi, que mon père soit vivant. Le maton l'avait écouté avec une telle complaisance qu'Hercule se sentit ému. Le barbu chevelu s'éloigna, Hercule aussi. La nuit suivante, il rêva et se leva rapidement, en sueur, avant que les pensées aient le temps de se graver dans son cerveau.
mais une image demeura, celle du sang coulant entre ses doigts. S'il n'était pas plus attentif, d'autres, encore plus mauvaises, risquaient de l'accompagner. Il demeura derrière la fenêtre, s'extasiant devant les nuages défilant dans le ciel noir. Il se remémora Édouard, le matin du départ de sa mère, fixant sans cesse d'un œil colérique la porte d'entrée, comme si, par son unique acharnement, il avait le pouvoir d'ouvrir à nouveau cette porte sur elle. Jusqu'au petit matin, il était resté assis sur une chaise en compagnie de 2 bouteilles de vin. « Elle va rentrer », avait-il murmuré. Et Hercule avait espéré, allongé sur son lit, les genoux repliés, attentif au moindre bruit. Il avait le sentiment de n'être plus un gosse, mais une masse inanimée de silence. Le lendemain, les vêtements de sa mère étaient dispersés dans le couloir, l'entrée, la cuisine, comme des pantins désarticulés. Certains étaient même à l'extérieur, sur la terrasse bétonnée près de l'entrée. « Que vous arrive-t-il » avait questionné le voisin. Hercule avait ramassé le linge, puis avait constitué des tas roulés en boule. L'odeur de Marinette était si perçante qu'il était impossible qu'elle ne revienne pas. Il s'était mordu la paume de la main pour ne pas hurler. Tout en se remémorant cette période trouble, il regarda les ténèbres revenir sur la plaine. Après, apaisé, il s'allongea à nouveau sur le lit. Quelques heures plus tard, une modification inexplicable survint. Il arrivait à surmonter la douleur des ampoules en les protégeant d'un morceau de tissu. Mais quand il prenait appui sur le parquet avec son pied gauche, une violente crispation remontait du mollet jusqu'à l'arrière de la cuisse, et il avait des difficultés pour marcher. Il poursuivit ses ablutions habituelles, garnit son sac, paya sa note. L'élancement à l'arrière de la jambe était toujours présent. Les premiers rayons du soleil éclairaient les étendues herbeuses, parcourues d'un voile vaporeux. Hercule se dirigea vers Mondorf-les-Bains. Il quittait l'Allemagne pour le Luxembourg. Afin d'apaiser sa douleur, il s'obligea à faire une pause toutes les demi-heures pour descendre sa chaussette et masser son mollet. Il tenta de songer à d'autres choses, à Emma ou à Maurice, mais sans y arriver. Dès qu'il retrouvait un souvenir, celui-ci se dissipait. Toutefois, lui revint à l'esprit le piège de Maurice. « J'imagine que tu n'es pas capable de me citer une seule ville d'Asie. » Cependant, dès qu'il tentait de se souvenir d'une seule d'entre elles, la crispation remontait dans sa jambe, et il cessait alors de penser à la question de Maurice. Après environ 1 kilomètre, il eut la sensation d'avoir le mollet lacéré. Il n'arrivait plus à prendre appui sur sa jambe. Il tenta d'effectuer un grand pas avec la jambe droite, un petit saut avec la jambe gauche. Quelques heures plus tard, une masse nuageuse assombrit le ciel. Hercule était tourmenté. Cette marche vers le sud-est de la France commençait à ressembler à l'ascension de l'Everest. Même les parties légèrement pentues des chemins semblaient être des montagnes. Il ne pouvait évacuer l'image de son père assis sur une chaise, espérant le retour de sa mère. Cette vision ne l'avait jamais quitté, mais il avait la sensation de la voir pour la première fois. Peut-être qu'Édouard avait sali son pantalon, car une drôle d'odeur régnait dans la cuisine. « Ne reste pas là !» avait-il hurlé. Mais son regard était dirigé vers la cheminée, et l'on aurait pu croire que c'était à elle qu'il s'adressait. En apprenant la nouvelle, les voisins de la ferme d'à côté avaient réconforté mon père. Marinette était indépendante. Cela devait arriver.
avait-il prétendu. Dans les jours qui avaient suivi, il y avait eu un déluge de femmes dans la ferme, portes et fenêtres ouvertes, couvertures secouées, placards rangés. Des pissaladières, beignets de courgettes et tartes aux myrtilles surgirent. Jamais les repas n'avaient été aussi copieux, car ma mère n'avait rien d'un cordon bleu. Des photos glissèrent au fond des poches, dans la salle de bain, les parfums à la violette et les savonnettes disparurent. Hercule imaginait sa mère près de la fontaine, dans l'enclos des chèvres. Il la voyait même à la sortie des classes, pour s'apercevoir, alors qu'il courait vers elle, que c'était une étrangère vêtue de la même robe ou du même manteau. Hercule célébra son 13e anniversaire sans avoir la moindre nouvelle de sa mère. 4 mois plus tard, tout avait disparu, envolé, même l'odeur de la violette dans la penderie. Édouard avait investi, avec des tantes inconnues, les espaces qu'avait occupés Marinette. « Fais la bise à tante Elvire !» Il avait délaissé son vieux pyjama taché et portait une chemise beige, un pantalon de velours marron. Il était aussi rasé de près. « Il est grand, le petit ?» La grosse femme aux lunettes d'écaille s'avança vers l'enfant en lui tendant une boîte de confiserie entr'ouverte. « Il en veut, le petit ?» Le souvenir de ces sucreries déclencha chez lui l'envie de manger. Il avala 2 tranches de pain et un morceau de lard, mais ce frugal repas ne calma pas sa faim. Un liquide clair et filant s'écoulait sur ses lèvres comme de l'écume. En croisant un promeneur, par décence, il plaça les mains devant sa bouche. Plus loin, dans une ferme, il négocia 1 litre de lait encore tiède, qu'il avala avec avidité. Il buvait trop vite, le liquide dégoulinait sur son menton, le lait n'arrivait pas assez vite à son goût, il n'arrivait pas à contrôler ce désir impérieux d'étancher sa soif. Sur le chemin, au pied d'un chêne, il vomit en gros bouillon blanchâtre. Il ne pouvait s'empêcher de songer à sa mère, au jour où elle était partie en refermant sa valise. Non seulement elle avait condamné à ne plus entendre son rire, mais aussi à ne plus sentir sa présence, son odeur. Marinette n'était pas affectueuse, elle se situait au-dessus, entre lui et le ciel. La tante Elvire lui offrait des pâtes de fruits, lui pinçait les joues pour raviver la blancheur de son visage, tout en le questionnant sur le choix d'un chapeau. Mais la relation avec la femme lui semblait souvent privée de frontières, aussi gardait-il ses distances avec elle. « Je n'affirme pas qu'il est étrange, » avait annoncé la tante, « mais c'est vrai qu'il ne vous regarde jamais. » Le lendemain, après avoir passé la nuit dans une grange, Hercule arriva à Mondorf-les-Bains. Son guide routier le guida vers une chapelle médiévale. Sur les bords de l'Albache, un homme rondouillard, au nez grêlé, lui apprit que l'édifice religieux était fermé, à moins de vouloir le louer pour un mariage ou une retraite spirituelle. Il conseilla à Hercule de visiter une production artisanale de papier, le moulin à aubes, où il découvrirait une technique ancienne de fabrication. Hercule admira la maîtrise des artisans tamisant les flocons de tissu, les mains dans des bacs emplis d'eau. Comme il était le seul visiteur, il se sentit obligé d'acheter pour Emma un rouleau de papier gaufré. Hercule, la perruche, ou Hercule sans maman, c'étaient les sobriquets que lui attribuaient les autres élèves. Il s'éloignait progressivement de l'école, absent le lundi, le vendredi, puis une semaine, de telle sorte que ses copains de classe lui paraissaient si différents qu'il avait le sentiment de venir d'une autre planète.
sa tante Elvire lui rédigeait des mots d'excuse. Hercule est fiévreux, Hercule a vomi. Quelquefois, elle puisait dans un dictionnaire médical, source d'inspiration pour elle. Hercule a eu le tétanos mercredi vers 8 heures. Après le certificat d'études, il rata ses examens et s'éloignait définitivement de la scolarité. « Il est marrant », déclara l'autre tante Fernande, qui occupa l'autre côté du lit d'Elvire, après que celle-ci fut partie. « Il sait de bonnes histoires. Dommage qu'il mâchouille les mots entre ses dents. » Cafardeux et éreinté, Hercule commanda une soupe et un morceau de fromage dans l'auberge proche de la rivière. Il discuta avec 2 clients qui affirmaient que la chanteuse Miss Tinguette avait changé de nom et s'appelait Miss Elliott. Il se contenta de sourire, d'approuver d'un hochement de tête, pour essayer de se conduire comme un voisin attentif. En réalité, il était soucieux pour la suite de son voyage et pour son mollet. Sa contracture allait-elle disparaître? Il se dirigea vers sa chambre assez tôt, en espérant un sommeil réparateur. Il se trompait. Hercule avait écrit Marinette dans son seul courrier. « Venise, c'est tellement beau. Les bébés, ce n'est pas ma vocation. Donne le bonjour à ton père pour moi. » Au 25e jour de sa randonnée, il n'avait pas eu un instant de répit. Sa jambe le faisait souffrir. Il se souvint du manque de réalisme qu'il avait eu envers l'infirmière. Se rendre à pied jusqu'à l'hôpital de Vallauris pour voir son père lui paraissait aujourd'hui puéril et inapproprié. Même son dialogue avec le gardien de prison l'indignait, comme si, brusquement, son objectif et sa croyance s'étaient dissociés, l'abandonnant, malgré sa lutte constante contre la fatigue, à la chaleur et à la souffrance. Durant 25 jours, il avait marché et mis toute sa volonté pour avancer. Mais aujourd'hui, force lui était de constater qu'il ne pouvait plus compter sur ses pieds. Les angoisses de la vie courante s'étaient substituées à une réalité plus sournoise. Les 6 kilomètres sur le chemin furent les plus difficiles, l'étroitesse de la voie permettant peu de s'écarter des tracteurs, l'alignement des peupliers réveillant çà et là le dangereux écoulement verdâtre de la rivière. Il regrettait de ne pas pouvoir avancer plus vite, et s'il pouvait à ce rythme, Pâques et les cloches l'accompagneraient à son arrivée. Un vieillard aurait fait mieux. Il songea à Maurice qui se trémoussait comme un démon à l'enfant nageant vers le centre du lac. Il se remémora le jour où il avait tenté de lui raconter un canular. Il avait froncé les sourcils en faisant la moue. « Mais je ne comprends pas » avait-il affirmé sur le point de pleurer. Hercule lui avait précisé que les blagues étaient des drôleries destinées à faire rigoler et il lui avait raconté à nouveau d'autres histoires marrantes. « Je ne pige toujours pas » avait confirmé son frère. Des semaines plus tard, Hercule avait surpris Maurice racontant les mêmes blagues à Marinette pendant qu'il rangeait son cartable. Hercule a dit que c'était rigolo, disait-il en soupirant, et il me les a racontées 3 fois. Et cela ne m'a pas fait rire. Même à son âge, le vocable avait une signification amère dans sa bouche. Hercule se souvint de son frère à 15 ans, avec sa tignasse retombant sur ses épaules, ses jambes et ses bras interminables qui se déployaient sous des vêtements trop courts. Il se rappela le jour où Maurice était étendu sur un lit, les pieds sur un coussin, le regard sans expression. Il s'était interrogé, en voyant le visage pâle et émacié de son jeune frère, qui semblait avoir perdu le contrôle d'une situation. Hercule lui avait dit
Notre mère m'a informé que tu allais à Nice dans un grand lycée. Maurice n'avait pas bronché, maintenant son regard vide tourné vers le plafond. Hercule aurait désiré l'entourer de ses bras et lui déclarer: « Ah, mon cher frère, pourquoi es-tu aussi doué alors que je ne le suis pas ?» Mais il s'était tu, il avait contemplé ce visage qu'aucune expression ne traversait, et s'était exclamé: « Ça alors, ça, c'est une bonne nouvelle. » Maurice avait eu un rictus, comme s'il venait de comprendre une drôlerie déplacée de son frère aîné. Hercule avait poussé la porte de la chambre, en espérant que plus tard leur rapport serait moins difficile, une fois son frère parvenu à une véritable maturité. Après Mondorf-les-Bains, Hercule décida de poursuivre son trajet par les chemins et les petites routes de campagne. Thionville, en France, devait être à une vingtaine de kilomètres. Le ciel était chargé d'électricité, les bourrasques tourmentaient la cime des arbres. Il ne vit aucun refuge à proximité, il regrettait de n'avoir pas pris un vêtement étanche, il ne se sentait pas prêt à affronter l'orage qui s'annonçait. Feuilles et poussière balayaient le chemin, dans la plaine, un voile de pluie fermait l'horizon. À l'instant où il se contractait davantage sous sa veste, de grosses gouttes claquèrent sur sa capuche. La pluie s'écoulait sur ses épaules, formant des filets glacés qui s'infiltraient dans la doublure de ses manches, des flaques tourbillonnantes, des rigoles d'eau boueuse s'étaient formées et aspergeaient le bas de son pantalon et de ses chaussures. Il avait la sensation que ses pieds trempaient dans une bassine d'eau froide. Le frottement lui irritait la peau. Il avait perdu toute notion du temps. Il était incapable de sentir la faim, incapable de se souvenir de son dernier repas. À nouveau, l'élancement se propageait sur l'arrière de sa jambe. Un tracteur-cabine se rapprocha, arrosant généreusement son pantalon. Il ne s'en soucia pas, il était déjà trempé jusqu'aux os. Du haut de son perchoir, un type mit le nez à la fenêtre. Hercule releva la tête. Le visage de l'homme était juvénile et poupin. « Vous êtes égaré ? Vous avez besoin d'un renseignement ? Je peux vous mettre à l'abri. »« Non, merci. J'ai une carte. Je descends vers le sud-est. » La pluie troublait la vision d'Hercule. « Ce n'est pas un jour à mettre un paroissien dehors avec ce sale temps, » rajouta le jeune homme. « Je me suis engagé auprès de mon père, mais c'est aimable de vous soucier de moi, » dit Hercule en s'essuyant le front. Quelques kilomètres plus loin, il se demanda s'il n'aurait pas dû accepter l'offre du fermier. Plus il s'employait à marcher, et moins il serait probable qu'Édouard reste en vie. Pourtant, il était persuadé qu'il attendrait. En levant les yeux au ciel, les bras vers les nuages, il s'adressa aux anges. « Adresse-moi un message, Édouard. » Peut-être avait-il murmuré, peut-être avait-il hurlé. Il ne distinguait plus très bien où était la limite de son propre corps et le genre humain. La bétaillère qui apparut dans un bruit de ferraille, accompagné d'un avertisseur sonore, l'aspergea de fange. Cependant, un autre phénomène se produisit, et ce fut l'un des moments où l'on réalise qu'il va être essentiel à l'instant où il se présente. En fin d'après-midi, la pluie s'interrompit si brusquement que l'on aurait pu supposer qu'il n'avait pas plu. Au sud, les nuages se dispersèrent, l'horizon s'éclaira d'une bande lumineuse éclatante, très basse dans le ciel. Hercule fixa les masses nuageuses qui s'éloignaient, provoquant de nouvelles nuances sur la campagne. Il resta immobile, hypnotisé par le moindre changement de couleur sur les arbres, les champs, et sentait son corps se réchauffer. Sous ses pas, la terre se dilatait, glougloutait,
une légère brise montait des prés, apportant avec elle une senteur de bois mouillé plein d'espérance. Un voile de brume flottait sur les prés environnants. Hercule était si las qu'il avait des difficultés à marcher. Cependant, il avait le sentiment profond d'être à nouveau plein d'espoir. Son désir était réalisable. Il était convaincu que s'il posait son regard plus loin, au-delà de lui, il parviendrait à Valoris. Chapitre 11. Marinette et le médecin. La femme aux cheveux gris et lorgnon sur le bout du nez s'efforça de justifier l'enregistrement manqué à cause du stagiaire. Elle n'était plus en mesure d'inscrire la venue de Madame Perruchon pour un rendez-vous avec le docteur. « J'ai fait des kilomètres pour arriver jusqu'à vous. Cela est inacceptable. » La réceptionniste désigna un tableau accroché au mur, lui affirma que c'était une nouvelle pratique, que c'était plus facile et qu'il fallait respecter les consignes. Marinette sentit des gouttes de sueur sur son front. La fiche à remplir lui parut compliquée, trop subtile pour elle. Dans la case, « Êtes-vous une femme ou un homme ?» Elle cocha la mauvaise case. Idem pour sa date de naissance. Elle nota le mois avant le jour. Un jeune malade l'aida à compléter le questionnaire en toussant au-dessus de sa tête. Dans le même temps, une file de patients bougons s'était formée dans son dos. Quand la femme de l'accueil lui indiqua enfin la direction de la salle d'attente, la rangée hocha la tête dans une unité parfaite. La réceptionniste s'excusa une nouvelle fois. Le médecin habituel de Madame Perruchon avait dû partir fortuitement, mais elle pouvait organiser un rendez-vous avec un interne. « Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu dès mon arrivée ?» s'écria Marinette. « C'est la nouvelle procédure, » justifia la réceptionniste. « Tous les patients doivent être enregistrés, même les anciennes clientes, » souligna-t-elle. La femme l'interrogea à propos d'une éventuelle visite le lendemain. Devant l'amour dubitatif de Marinette, elle enchaîna. « Ou préférez-vous attendre ?» D'un signe de la main, elle indiqua qu'elle restait, car si elle rentrait à Coursegoule, elle craignait ne pas avoir la volonté de revenir. « Voulez-vous boire un verre d'eau ?» proposa la femme à lunettes. « Vous êtes toute pâlotte. »« J'ai besoin de m'asseoir un instant. » Bien entendu, Maurice avait eu raison de lui affirmer qu'elle pouvait partir sans se tourmenter, mais il ne soupçonnait pas l'angoisse qu'elle éprouvait en rendant visite au médecin. Ce n'était pas parce qu'Hercule lui manquait, avait-elle songé, mais se retrouver seule à la ferme était pour elle un choc émotionnel supplémentaire. Autour d'elle, les autres fermiers sortaient leurs moutons, allaient cueillir des champignons, chasser le lièvre, comme si la vie n'avait pas changé, alors que pour elle, la situation s'était brutalement modifiée. Tout était inhabituel et rien ne lui convenait. Elle avait desserré son foulard, déboutonné le haut de son chemisier, l'air était tiède, le ciel trop bleu, les silhouettes trop mouvantes, les couleurs trop vives. Elle s'était précipitée vers le marché aux fleurs, avant que Roger ne puisse la distinguer, avait filé vers la promenade des Anglais. Le long de l'avenue, la vague roulait les galets de la plage. Dans la salle d'attente, elle tenta de se distraire en feuilletant un magazine de cinéma, mais elle n'arrivait pas à réunir deux phrases entre elles. Il y avait une mère et un fils, assis l'un près de l'autre, comme elle et Hercule quand il était petit. Des particules de poussière en suspension flottaient devant une vitre, comme si l'atmosphère suffocante avait été agitée. Quand un jeune homme en blouse blanche poussa la porte de la salle d'attente en murmurant le nom d'un patient,
Marinette ne réagit pas. Elle attendait qu'un malade se lève et se demandait pourquoi personne ne bougeait, jusqu'à l'instant où elle réalisa qu'il s'agissait de son propre nom. D'un bond, elle se mit debout. Le médecin ressemblait à un jeune élève, sorti la veille de la faculté. Derrière sa blouse flottait un corps d'adolescent attardé. Ses chaussures noires, vernies, brillaient comme des étoiles. La représentation des mocassins que mettait Maurice pour se rendre au lycée lui traversa l'esprit et son corps s'emballa. Elle s'en voulait d'avoir sollicité son fils, elle aurait dû rester à la ferme. « Alors, quel est votre problème ?» demanda l'interne en s'asseyant dans un fauteuil. La phrase semblait couler de ses lèvres. Elle fit l'effort de tendre l'oreille pour capter les mots et rester attentive pour éviter qu'il la soumette à un test d'audition. Marinette lui raconta que son fils aîné voulait rendre visite à son père, qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans, persuadé que son trajet allait le débarrasser de sa tuberculose. Il en était à son 25e jour de marche, précisa-t-elle en serrant son sac contre sa poitrine. Il ne peut arriver à Vallauris, il n'a pas de boussole, juste un vieux guide routier. À l'instant où elle relatait cette histoire à un inconnu, elle perçut soudainement sa propre existence et se sentit au bord des larmes. Devant l'amour du médecin, elle imagina qu'une main avait creusé sur son visage des rides charbonneuses. C'était certain, elle avait trop parlé. Le jeune médecin reprit la parole, il s'exprimait avec lenteur, il devait chercher les mots justes. « Votre fils considère qu'il va sauver son père ?»« Oui. »« Le délivrer de sa tuberculose ?»« Oui, docteur. » Marinette commençait à être agacée. Elle ne souhaitait pas commenter davantage cette affaire. Il fallait qu'il assimile instinctivement. Elle ne lui avait pas rendu visite pour protéger Hercule. Et quelle est la méthode qu'il utilise pour y parvenir? A priori, il est convaincu que marcher, cela suffit pour guérir. Il eut un rictus, ce qui augmenta encore plus les rides autour de la bouche de Marinette. Il pense vraiment qu'une randonnée peut arracher son père à la maladie? C'est une jeune femme qui l'a persuadé. Elle occupe le poste de comptable dans un garage. Elle lui avait offert des bons pour du thé alors qu'il ne boit que du café. Une comptable lui a raconté qu'il avait le pouvoir de guérir une tuberculose. Marinette constatait que la visite s'engageait dans une mauvaise direction, car la face du médecin commençait à se liquéfier, prête à se répandre sur son bureau. Elle balança la tête de droite à gauche pour retrouver son calme. Elle se sentit subitement exténuée. « Je me préoccupe de l'état de santé d'Hercule, » dit-elle. « Est-il en condition physique ? Il est légèrement myope, il boite un peu, il a une couronne en métal sur une dent, il a perdu ses cheveux très jeunes et il est un peu maigrichon. Mais ce n'est pas cela qui me cause des soucis. Cependant, il pense pouvoir guérir son père en regagnant le sud-est de la France à pied? Je ne saisis pas. Il est croyant? Hercule? Les seules fois où il a prononcé le nom du Seigneur, c'est quand il devait gratter le sol de la bergerie. Elle gloussa pour que l'interne s'aperçoive bien qu'elle tentait d'être amusante. Le jeune médecin resta bouche bée. Hercule est parti en Allemagne il y a 7 ans. Dans ses courriers, il paraît... Marinette avala sa salive, recherchant le mot juste, pendant que l'homme, avec un mouvement de tête, lui signifiait qu'il pouvait l'aider. « Anxieux ?» dit-elle finalement. « Anxieux ?» répéta-t-il. « Il se fait tout le temps du souci. Il a peur de faire mal,
il est jaloux de son frère et il n'a pas d'amis. À cette description, le visage de l'interne s'apaisa, il acquiesça du montant. Ah, il est complexé. Il saisit son stylo à plume, enleva le capuchon du bout des doigts. Ce n'est pas vraiment le mot. Marinette ressentit une bouffée de chaleur, son cœur s'emballait sous sa poitrine. En réalité, Hercule est atteint de schizophrénie. Enfin, elle avait lâché le mot. Les lèvres du médecin face à elle se crispaient sur ses dents. Dans le même temps, ses joues se gonflèrent évoquant un reflux gastrique, puis lentement il reposa le stylo. Il est schizophrène et il traverse une partie de l'Allemagne et la France à pied? Oui. Quelle thérapie suit votre fils, madame Perruchon? Le silence qui accompagna la question eut pour effet de faire frissonner Marinette. J'ai évoqué la schizophrénie, mais l'identification de la maladie n'est pas confirmée. Le médecin se détendit, il était à la limite d'éclater de rire. Vous me dites qu'il est anxieux et qu'il a peu de relations. Ces comportements peuvent être courants chez certains adultes qui ont eu une enfance compliquée, qui développent un complexe passager, sans réel impact dans leur vie future. Ce n'est pas parce qu'il est jaloux de son frère qu'il est schizophrène. Marinette acquiesça d'un mouvement de tête. Elle s'interrogea pour savoir ce qui l'agaçait le plus, la manière dont il avait utilisé les mots « certains adultes » ou « enfance compliquée » ou surtout le rictus méprisant qu'il arborait. C'est une maladie du côté de la famille de son père. J'ai déjà vu ces symptômes. Elle s'appliqua ensuite à retracer l'histoire d'Hercule, décrivant son père comme un ivrogne, un bois sans soif avec une prédisposition à la neurasthénie. Elle rapporta qu'Hercule était un bébé non désiré et qu'elle-même avait quitté la ferme un certain temps. C'est alors qu'une kyrielle de femmes, d'après les voisins, aurait défilé dans notre ferme de Coursegoule. À 20 ans, il a été embauché comme apprenti mécano dans un garage de Nice. Le père et le fils ne se sont pas vus depuis des années. Et puis, un beau matin, un voisin fermier a téléphoné du marché de Vence. « Vous devriez récupérer votre mari, il est bizarre, hein ?» avait-il affirmé. C'était la schizophrénie? Je lui ai trouvé un petit centre de repos du côté de Grasse. Avec mon fils, nous avons été lui rendre visite plusieurs fois. Il était très agité. Il avait déchiré ses vêtements. Il ne reconnaissait plus son fils et maintenant Hercule suit le même chemin. Il a d'autres signes? Est-ce qu'il inverse les mots, les phrases? A-t-il des pertes de mémoire ou de brusques changements de comportement? Oh, je crois. Elle serra nerveusement les poings. Je comprends, dit le toubib en amorçant à nouveau une légère crispation des lèvres. Marinette percevait une issue heureuse à ces explications, le regard rivé vers l'homme, elle lui asséna. Parlez-moi franchement. En qualité de médecin, considérez-vous qu'Hercule se met en danger en entreprenant une telle marche? A-t-on la possibilité de l'empêcher d'aller plus loin? Oui. Elle sentait des rougeurs l'envahir, accompagnées de picotements sur la langue. Il faudrait l'obliger à rentrer au village. Les rougeurs gagnaient du terrain et formaient des plaques rosées sur son front. Il n'a pas la force de marcher 1000 kilomètres à pied, il n'a pas le pouvoir de sauver son père. Il faut le contraindre à s'arrêter. La dernière phrase de Marinette résonnait dans le silence du bureau. Lentement, elle joignit les mains et glissa entre ses genoux. Elle avait exprimé son point de vue,
mais elle avait le sentiment de ne pas avoir révélé son véritable ressenti. Malgré tout, elle avait l'obligation de contenir le trouble qui se propageait dans son corps. Le médecin paraissait absent, le regard inexpressif. Elle perçut les pleurs d'un bébé derrière la porte et, ne pouvant se contenir, cria « Par misère, que sa mère le fasse taire !» Je pressens que nous sommes dans une situation qui, inévitablement, nécessite l'assistance des gendarmes. Votre fils devra être interné, proposa le jeune médecin. Marinette sortit du bureau du médecin, anéantie, car en racontant les infortunes d'Hercule, elle avait été obligée de considérer tous ces événements à partir de l'opinion d'un simple remplaçant. Si le comportement de son fils était insensé et à l'inverse de sa personnalité, elle ne se sentait pas responsable de sa maladie. Son fils avait même une certaine grandeur. Enfant, il avait toujours réalisé ses rêves malgré les oppositions. Finalement, Marinette avait dit au médecin qu'elle allait prendre du recul et qu'elle se tourmentait inutilement. Hercule était juste en train de concrétiser un vœu. Dans quelques jours, il serait à la ferme, peut-être même plus tôt que prévu. Elle était partie avec une simple prescription du jeune Toubib, un léger calmant à prendre le soir avant le coucher. Tandis qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de l'omnibus, la réalité lui apparut, comme le faisceau d'un phare dans la brume. Si elle était restée avec son mari Édouard ces années durant, ce n'était pas à cause de Maurice, ce n'était même pas parce qu'elle était inquiète pour Hercule. Elle avait continué à vivre en famille, même si elle avait éprouvé un sentiment de solitude. Paradoxalement, son univers aurait été encore plus tourmenté sans eux. Elle acheta une tranche de pâté, un demi-pain, 3 pommes fatiguées. L'épicière lui demanda « C'est tout ?» Elle jeta quelques pièces sur le comptoir sans attendre la monnaie. Épuisée, elle était dans l'incapacité de réagir. Elle se hissa dans l'autobus. Le front collé à une vitre, elle songeait au silence qui devait régner sur les collines, aux chiens qu'il fallait nourrir, à l'enclos des chèvres qu'il fallait vérifier et aux factures qui s'empilaient dans un tiroir. Sur le sentier, elle sentit son corps mollir, son pas hésiter. Roger, son voisin, était en train de ranger son bûcher. Il se rapprocha du portail qui fermait la cour. « Alors, comment va le malade? Il guérit ?» Marinette répondit par un mouvement de tête qui pouvait prêter à plusieurs interprétations et rentra chez elle sans se retourner. Chapitre 12. Les frasques de Dario. Bizarrement, c'était M. Dario qui, dans le temps, avait organisé le duo Hercule-Emma. Il avait convoqué Hercule dans son bureau verrière qui surplombait les ateliers pour lui annoncer qu'il désigna Emma Tournebride pour contrôler les livres de compte de ses garages. Il se méfiait de la probité des dirigeants de ces succursales et voulait les cueillir de façon inattendue. Emma appréhendait la conduite automobile, il fallait un pilote. M. Dario avait examiné longuement la situation, puis en soufflant la fumée de son cigare, avait déclaré « Ce sera toi, Perruchon, qui pilotera la comptable. » Il avait considéré que son apprenti était le plus sérieux, le plus discret, le plus adapté à la mission. Le patron était bien campé sur ses courtes jambes, comme si, en occupant le plus de surface au sol, il voulait inspirer de la crainte et proposer sa décision comme une obligation. En réalité, c'était un gros bonhomme rusé, ventru, au costume trop étroit. Hercule ne put s'acquiescer la proposition, mais au fond de lui, il était embarrassé
car il n'avait pas parlé à Emma depuis la gênante histoire du dépôt, la fuite d'un homme vêtu de noir, les soupirs, les sanglots. Il estimait que les heures qu'il passerait dans la Citroën participeraient à un rapprochement, mais il n'était pas certain qu'elle apprécierait cette proximité. Il espérait qu'elle ne soit pas encline au bavardage, car il avait déjà des difficultés avec les mécanos mâles et ne savait rien sur les intrigues amoureuses des femmes. Impeccable. Satisfait que ce soit tranché, affirma M. Dario en présentant sa main potelée. Elle était molle et humide. Hercule eut la sensation de saisir un mollusque. « Comment se porte votre maman ?»« Bien, bien, merci. » bafouilla Hercule. « Et comment va ?» Il eut un moment d'angoisse. M. Dario poursuivait une longue carrière de divorcé, sa quatrième épouse en 8 ans, une jeune Italienne très brune, aux cheveux d'ébène, qu'il avait rencontrée dans un restaurant du Vieux-Nice, et il n'aimait pas que ses interlocuteurs oublient son prénom. Rosanna a une santé merveilleuse. J'ai su que votre frère poursuivait de brillantes études. Monsieur Dario esquissa un sourire. L'association de ses idées était inattendue, déconcertante. Hercule était inquiet. Tout dans le cerveau, rien dans le caleçon, dit-il en soufflant un nuage odorant. Il retarda son rire en espérant qu'Hercule réplique, tout en étant persuadé que celui-ci ne réagirait pas. Il avait raison. Hercule baissait les yeux. Sur une étagère, près du bureau du patron, trônait une collection de danseuses en pâte de verre. Certaines avaient des tutus roses, d'autres faisaient les pointes en robes vaporeuses. « Surtout, ne vous approchez pas, » dit M. Dario, en levant une main en guise de protection. C'était la collection de mon père. Tout le personnel savait qu'il était fortement attaché à ces statuettes, mais Hercule les trouvait démodées, vieillottes avec leurs couleurs décolorées, trop fragiles. Il ne pouvait s'opposer à la rage qui bouillonnait dans le creux de son estomac. Il se tut. Le gros ventru pressa son cigare dans un cendrier, se déplaça vers la sortie. À l'instant où Hercule passait le seuil de la porte, Dario ajouta « Soyez prudent, soyez vigilant. Vous êtes conscient de la perfidie de ces diablesses. » Il désigna son nez de l'index, comme pour indiquer un mystère qui les unissait. Hercule ne comprit pas la signification de ce geste. Il s'interrogeait sur les véritables intentions du patron, et s'il avait le projet de la bazarder malgré ses aptitudes. Dario se méfiait toujours des gens qui étaient supérieurs à lui. Le premier déplacement eut lieu quelques jours plus tard. Emma s'engouffra dans la voiture avec son petit cartable noir sous le bras. Elle avait l'apparence d'une étudiante studieuse plutôt que d'une contrôleuse de livres de comptes. Hercule connaissait le gérant du garage de Menton, un bonhomme sans fiabilité, et il avait un peu peur pour elle. « Il paraît que c'est vous qui me véhiculez, monsieur Perruchon ?» dit-elle sur un ton légèrement hautain. La voiture enchaînait les tournants de la corniche. Dans le silence de l'habitacle, proche d'Hercule, Emma maintenait ses mains bien à plat sur ses genoux rondelés. Il n'avait jamais porté attention à la manière dont il appréhendait les virages en pesant sur la pédale d'embrayage, à la façon dont il tenait le volant. Il stoppa la Citroën en douceur, à l'arrière des bâtiments de la succursale. En se hâtant, il fit le tour de la voiture pour ouvrir la portière de la passagère. Les jambes grassouillettes étaient à se poser sur le dénivelé de la chaussée, laissant apparaître une cheville un peu épaisse, à l'inverse du galbe du mollet
si harmonieux chez Marinette. Malgré cela, Hercule vit là un certain attrait et sentit monter en lui un désir insoupçonné. À l'instant où il leva les yeux, il découvrit qu'elle avait le regard fixé sur lui. Il rosit légèrement. « Merci, monsieur Perruchon, » dit-elle en se dirigeant vers le garage, son précieux cartable noir à la main. Il fut déconcerté quand elle souligna certaines lignes du livre des comptes au crayon rouge. Le visage du responsable de la concession était violacé. Sous ses aisselles, une transpiration odorante tachait sa chemise. Merde! Cette bonne femme, c'est le diable. On ne peut rien camoufler. Hercule éprouvait un certain émerveillement et une vive satisfaction en voyant le désarroi du garagiste. Sur la route du retour, elle demeura à nouveau réservée et muette. Il se demanda même si elle somnolait, mais il n'osa pas vérifier, craignant de se montrer incorrect. Quand la Citroën pénétra dans la cour du garage de Dario, elle dit simplement « Merci ». Il bafouilla que cela avait été un réel plaisir. « Je vous dis merci pour votre intervention et ce qui aurait pu se passer avec le patron dans le dépôt. »« Oublions ça, » rétorqua Hercule. Il était sincère. « J'étais vraiment gêné. Vous avez été très aimable avec moi. Je souhaitais vous remercier depuis plusieurs jours, mais j'étais embarrassé, je n'ai pas osé. » Il n'eut pas le courage de la regarder en face, mais il imaginait qu'elle se mordillait les lèvres. Il fut troublé par sa naïveté et sa pudeur. « J'étais content de vous rendre service. Je suis arrivé au bon moment, » dit-il en actionnant le frein à main. « Vous êtes un homme bienveillant. » Elle abaissa la poignée de la portière et sortit du véhicule avant qu'il eût le temps de réagir. Il l'accompagna du regard pendant qu'elle empruntait le trottoir cimenté et s'éloignait d'un pas plus assuré. Son tailleur gris souris, pincé à la taille, laissait deviner certaines lignes généreuses de son anatomie. Dans le noir de sa chambre, les yeux rivés au plafond, il songeait à la réflexion de Dario. Être prudent et vigilant. À propos d'Emma, la voix de son voisin avait résonné à travers la cloison séparative. « J'espère pouvoir dormir cette nuit. Vos plaintes me réveillent. » Chapitre 13. La rupture. Le 26e jour, des nuages gris obscurcissaient le ciel, diluant les contours des arbres et les couleurs des champs. Hercule arrêta son regard sur un château d'eau, un calvaire, cherchant des repères qui l'aideraient à retrouver son chemin, mais c'était comme l'entrevoir la nature derrière un rideau opaque. Tout était identique. Il cessa de consulter sa carte touristique. Sa lecture ne faisait qu'accroître sa confusion et son trouble. Il avait la sensation d'être entraîné vers des profondeurs par des forces plus fortes que lui, qui l'affaiblissaient. Ses vêtements mouillés lui collaient à la peau. Le cuir déformé de ses chaussures ressemblait à des buvards imbibés d'eau. Dans les lavabos communs d'une maison d'hôte, il n'eut ni la volonté de se laver ni de se raser. En examinant ses pieds, il constata avec angoisse que la tache enflammée, qu'il découvrait derrière le mollet, commençait à présenter pour son pourtour de petites auréoles brunes, ce qui le rendit très inquiet. À la sortie de Thionville, il téléphona à Marinette. Il avait le désir d'entendre sa mère. Il voulait qu'elle lui rappelle pour quelle raison il marchait, même si c'était avec colère et emportement. Il ne souhaitait pas qu'elle lui parle des incertitudes qui le tourmentaient, ni de sa blessure à la jambe, ni de l'état de ses pieds,
Alors il l'interrogea à propos des animaux de la ferme. Elle lui répondit « Oui, tout va bien. » Marinette lui demanda s'il marchait toujours. Il répliqua qu'après Thionville, il se dirigeait vers Metz, via Talange. Il aurait souhaité qu'elle lui expédie un colis avec une brosse à dents, des chaussettes, des vêtements secs. Il lui semblait ressentir de la bienveillance dans la voix de sa mère, mais il pensa aussitôt que ce n'était qu'une illusion. « Tout va bien, » assura-t-il. « Donc tu vas vers Talange ?»« Oui. »« Combien de kilomètres as-tu parcouru aujourd'hui ?»« Oh, environ 25, peut-être 28. »« Parfait, parfait. » Une pluie dense crépitait en rafales sur le toit de la petite poste. Au loin, la lumière déclinante accentuait la tristesse du lieu. Hercule appréhendait la poursuite de sa marche sur le chemin boueux. Il aurait aimé rester là, continuer à parler avec Marinette. Mais le mutisme et l'éloignement, qu'ils entretenaient depuis 20 ans, étaient arrivés à un tel degré que même les banalités paraissaient factices, ce qui était d'autant plus affligeant. Après un silence, elle déclara « Je dois te laisser, j'ai les poules à nourrir. »« Oui, oui, je souhaitais te donner de mes nouvelles et m'assurer que tu vas bien. »« Ça va, ça va. Ton père est toujours au centre de Valoris. Je suis très occupée. Entre les chèvres, les poules, le jardin, je n'ai pas le temps de penser à son absence. Et toi ? Moi, je marche. Ça va ? Bien, bien. Il était parti depuis si longtemps qu'elle ne ressentait plus son éloignement. Ils n'allèrent pas plus loin, il se borna à répondre. Alors à bientôt. C'étaient uniquement 2 mots, en réalité. Il n'avait pas le courage de raccrocher ni de poursuivre sa randonnée. Derrière la vitre de la petite poste, il observa le rideau de pluie. Sur une branche, une corneille, la tête enfouie dans son plumage ébouriffé, semblait attendre une éclaircie. Il aurait adoré la voir s'envoler, mais l'oiseau, immobile, semblait empaillé. Ce samedi, le carillon de l'entrée sonna 11 coups lorsqu'il s'éveilla. Il pensa à Magda, étendue à ses côtés, et il se souvint de ce corps dénudé, un peu grassouillé dans toute son imperfection excitante. Il se souvint de la lenteur de ses caresses sur les parties les plus intimes de son anatomie. Son mollet lui faisait encore mal. L'orage s'était éloigné. Il écoutait les bruits de la rue, le brouhaha du marché, les chalands qui s'interpellaient. Il réalisa alors que la terre continuait de tourner. Nul ne savait qui il était ni d'où il venait. Il repoussait l'idée d'attaquer une nouvelle journée de marche. La semelle de ses godillots était aussi dure que 2 planches de bois. Quand il enfila ses pieds dans ses chaussures, il eut le sentiment de les enfourner dans des sabots. Il n'avait plus la force ni l'envie de se laver, ni même de vérifier l'état de ses ampoules. Il s'habilla en faisant le vide dans sa tête. S'il réfléchissait, il arriverait à une décision irréversible. Malgré l'heure avancée de la matinée, la gérante lui proposa 3 tranches de pain grillé, de la confiture et un bol de chicorée. Il refusa cette collation. S'il avait accepté son offre, s'il avait regardé en face, il aurait pu laisser couler quelques larmes, aussi préféra-t-il payer sa chambre et partir. Hercule quitta Talange et continua son chemin, mais chaque pas ravivait la douleur. Il grimaçait, s'efforçant de résister aux élancements de son mollet.
Il se sentait à part dans ce monde peuplé d'inconnus. Ce que les promeneurs penseraient en le voyant grimacer n'avait pas d'intérêt pour lui. Malgré la fatigue extrême de son corps, il ne faisait aucune pause. Il était en colère contre lui-même, aussi vulnérable, aussi fragile. La pluie redoublait de violence et ses godasses lui faisaient tellement mal qu'il avait envie de marcher pieds nus. Marinette était absente et cette absence lui était difficile à supporter. De quelle façon les rapports avec sa mère avaient-ils pu se dégrader autant? La vie était belle à cette époque. Si Maurice, en grandissant, avait cassé cette harmonieuse relation entre eux, elle s'accompagnait de connivence. « Où est passé Maurice ?» questionnait Marinette. Et Hercule répliquait honnêtement, en lassant ses chaussures, qu'il avait entendu claquer la porte donnant sur la cour. « Bien, bien, disait-elle, pour indiquer que c'était normal qu'à 15 ans, Maurice vadrouille la nuit dans les rues du village. Si Hercule avait invoqué ses intimes anxiétés, cela aurait pu accroître celle de sa mère. À cette époque, elle préparait les repas et occupait encore le lit conjugal avec Édouard. Mais leur conflit latent ne pouvait être caché perpétuellement. Un jour, le fossé s'était irrévocablement creusé entre eux, faisant voler l'équilibre familial. Marinette l'avait injurié, elle avait pleuré, elle avait même frappé de ses poings la poitrine d'Édouard. « Et tu te flattes d'être un homme ?» avait-elle crié un jour. « Tu es responsable, tu es responsable. Tout se serait bien passé, tout aurait été différent si. » Cela avait été insupportable d'entendre ces phrases, même si, par la suite, Marinette avait sangloté dans les bras d'Édouard en lui demandant pardon. Les mots flottaient dans la maison quand notre père était seul et ils ne pouvaient plus être effacés. Plus tard, les phrases, les cris, les insultes, les face-à-face avaient cessé, mais le calme était différent d'avant, étrangement singulier. Alors, qu'à une période, chacun tentait de ménager l'autre d'un supplément de chagrin, il n'y avait dorénavant plus rien à préserver, la blessure était trop profonde. Marinette ne livrait plus ses pensées, il suffisait à Édouard de l'observer pour comprendre qu'aucune phrase, aucune excuse ne suffirait à harmoniser leur relation. Elle avait cessé de le critiquer, elle avait cessé de se lamenter en sa présence, elle ne lui permettait plus de la consoler, de la serrer dans ses bras. Un jour, elle transporta ses vêtements dans une autre chambre et Édouard demeura seul dans le lit conjugal, sans avoir la possibilité de la rejoindre, car elle ne l'aimait plus. Le matin, ils utilisaient chacun leur tour la pièce réservée aux ablutions. Édouard s'habillait, prenait seul son bol de café, pendant qu'elle pliait la lingerie, sans tenir compte de sa présence. Souvent, elle passait d'une pièce à l'autre, comme si son agitation était la seule manière de réfréner ses émois. « Je vais nourrir les lapins. »« Oui, oui. »« Ils aiment les croûtons ?»« Oui, je crois. » Leurs phrases étaient banales. Ils auraient pu parler chinois, rien n'aurait pu rapprocher ces deux êtres. Édouard et Hercule avaient suggéré à Marinette de participer à la fête de fin d'année chez Dario, le garagiste. Elle avait écarquillé les yeux, comme s'il l'avait injuriée. Hercule cessa de contempler les champs environnants, les nuages et les bosquets. Il ignora les panneaux directionnels qui indiquaient un trajet vers le sud. Il marchait, face au vent, le buste courbé,
un rideau de pluie pour unique horizon. La départementale vers Metz fut la plus mauvaise route de son trajet. Y marcher sur le bas-côté, en longeant le fossé qui bordait la chaussée, les voitures et les camions l'éclaboussaient sur leur passage. Au bout d'une heure, il réalisa que, perdu dans ses sombres réflexions, il avait marché 4 kilomètres dans une mauvaise direction. Il n'avait pas d'autre option que de retourner en arrière. Marcher à contresens lui donna la sensation encore plus pénible d'effectuer du dû sur place. Il se consumait de l'intérieur. Vers Metz, épuisé, il quitta la route en direction d'une ferme auberge. La tenancière, la mine renfrognée, lui proposa la dernière chambre disponible. Les autres étant occupées par 5 femmes marcheuses, faisant partie d'un ancien mouvement féministe. Elles sont toutes là pour renouer avec leurs souvenirs passés. Elles sont toutes là pour renouer avec leurs souvenirs passés. Elle recommanda à Hercule d'être discret. Cette nuit-là, il eut des difficultés à trouver le sommeil. Il rêvait à nouveau, pendant que les femmes faisaient la fête. Il alternait entre endormissement et éveil, appréhendant la douleur de son mollet, mais bien déterminé à effacer de sa mémoire cette persistante contraction. Derrière les cloisons, les voix des femmes se modifiaient et devenaient celles des tantes, qui s'étaient substituées à Marinette. Il y avait des éclats de rire et des râles, semblables à ceux d'Édouard quand il se soulageait. Hercule demeura allongé sur le dos, le regard vers le plafond, avec ses putains de tiraillements le long de la jambe, désirant que la nuit finisse pour être ailleurs. Au petit matin, la douleur s'était amplifiée. Son pied était parcouru de fines vénules bleues, une large boursouflure déformait le côté extérieur du talon, empêchant celui-ci de glisser dans son broquin. Il dut forcer pour y arriver, en se mordant les lèvres de douleur. En passant devant le petit miroir au-dessus du lavabo, il découvrit son visage en proie à la souffrance. Sa peau brûlée par le soleil était couverte d'une barbe poisseuse. Cela lui rappela son père pendant sa maladie, avant qu'il soit hospitalisé, avec son pantalon enfilé à l'envers. « Saluez votre fils, saluez votre fils !» avait répété l'infirmière qui lui prodiguait des soins. En voyant Hercule, son père avait été pris de tremblement. Hercule espérait avoir bu son bol de café et mangé ses 3 tranches de pain avant la venue des marcheuses, mais elles firent irruption dans la salle commune, dans une profusion de rire, à l'instant où il avalait sa première gorgée. Je me demande, est-ce que je vais pouvoir marcher ?» questionna l'une d'elles, en désignant du doigt son entrejambe. Les 4 autres éclatèrent à nouveau d'un rire sonore. La femme, vêtue d'une veste kaki à épaulettes, était la plus tapageuse. Elle donnait le sentiment d'être le leader du groupe. Hercule espérait qu'en étant discret, il échapperait à l'attention des femmes. Mais celle à la veste verdâtre le fixa du regard, projetant ses lèvres vers l'avant de sa bouche dans une moue ambiguë. Elle avait la peau claire, presque translucide, le menton pointu et ses cheveux blonds étaient coupés si courts qu'on apercevait le cuir chevelu. Il ne put s'empêcher de penser qu'elle ne portait pas de casquette. Spontanément, elle confia à Hercule que ses amis la protégeaient. Que serais-je sans elle? Hercule était à la fois gêné et curieux d'écouter les confidences d'une femme qui lui était inconnue. Elle poursuivit. « Je ne suis pas comme ces espèces de filles qui vivent avec un homme. »
Elle logeait dans une petite maison avec son garçon. Elle recensa toutes les activités qu'elle pouvait réaliser. L'inventaire parut très long. Elle parlait si vite qu'elle devait s'appliquer pour articuler les mots. Hercule avait des difficultés à suivre pour comprendre ce qu'elle disait, mais elle endurait les pires tourments. « Je vis en toute liberté, comme une perruche échappée de sa cage », déclara-t-elle en écartant les bras vers le plafond pour illustrer son affirmation. Elle exposait des petits nids de poils blonds sous ses aisselles. Il y eut des roucoulements encourageants, suivis de « Bravo, mon oiseau !» Hercule fut tenté de partager cette ovation, mais il n'osa pas aller au-delà d'une discrète approbation. La femme serra chaleureusement les mains des autres. Dans cette démonstration d'indépendance, il ressentit soudain une excitation nerveuse qui le troublait. « Je me mets au plumat avec qui j'ai envie. Il y a 3 jours, c'était avec le prof de français de mon petit garçon. Pendant un séminaire de méditation, j'ai aussi couché avec un moine bénédictin, malgré ses vœux de chasteté. » Les 4 autres femmes, émoustillées, laissèrent échapper quelques petits cris de satisfaction. Hercule n'avait couché qu'avec une seule femme, Magda, même quand elle était indisposée, même qu'un soir elle avait changé les draps maculés. Il n'avait jamais cherché d'autres aventures, alors que les mécanos du garage n'hésitaient pas à courtiser de belles clientes peu farouches. Pourtant, un soir, à Nice, il y avait eu une serveuse de bistrot qui avait ri de ses plaisanteries, même les plus lamentables. Elle avait glissé vers lui un verre de vin cuit, de façon à frôler ses doigts. Il n'avait pas eu envie d'aller plus loin, car il ne pouvait concevoir une relation qu'avec Emma. Ils avaient tant de souvenirs communs. Il complimenta les marcheuses, puis se leva avec l'intention de partir, mais une crispation douloureuse remonta le long de sa cuisse, le faisant chanceler. Il se rattrapa au bord de la table, en feignant de se gratter le ventre, alors que l'élancement se dissipait, puis revenait. « Bonne route !» lui lança la blonde aux cheveux ras. Elle se rapprocha de lui pour l'enlacer, dispersant ainsi un mélange pas très agréable d'odeurs mentholées et de sueur. Puis, elle fit un pas en arrière, les mains sur les hanches, en éclatant de rire. Libre comme une perruche échappée d'une cage, affirma-t-elle à nouveau. Hercule eut une brusque émotion en découvrant 2 cicatrices sur le côté des poignets de la femme. Sur l'une d'elles, la chair encore rosée était boursouflée. Lentement, avec bienveillance, il baissa la tête et simplement lui souhaita d'être heureuse. Il avait des difficultés à avancer. Toutes les 10 minutes, il s'arrêtait sur un banc ou une pierre pour détendre sa jambe gauche. Le bas de son dos, ses genoux, ses mollets étaient tellement douloureuses qu'il était dans l'impossibilité de songer à autre chose. Des filets d'eau ruisselaient des toitures, rebondissaient sur la terre en gerbes pénétrantes, glacées. 2 heures plus tard, il vacillait et était sur le point de s'arrêter. Après un coude du chemin, il découvrit une haie et une silhouette noire qui ressemblait à un épouvantail. « C'est vraiment bizarre, au bord d'une route, » pensa-t-il. La pluie percutait le tapis de feuilles mortes qu'il écrasait à chacun de ses pas, libérant des odeurs de moisissure et de bois mouillé. Pourtant, il avait déjà vu au bord des routes ce type de petits édifices à la mémoire d'un mort, ce qui habituellement le troublait terriblement. Il était conscient qu'il devait s'éloigner, ne pas regarder. Mais la stèle exerçait sur lui une attraction incontrôlable, il ne put résister. Une personne proche avait orné le crucifix de branches de gui et de rubans roses décolorés. Hercule se pencha pour observer la photo-médaillon.
une petite fille aux cheveux bouclés souriait. À notre petit ange qui a rejoint les étoiles. Hercule laissa échapper une larme à la lecture de la plaque gravée dans la pierre. Il frotta la photo avec un coin de sa veste, caressa délicatement les rubans roses. En poursuivant sa marche, il fut dans l'incapacité de songer à une autre femme qu'à la blonde marcheuse. À quel moment avait-elle ressenti une aussi grande désespérance pour se couper les veines du poignet et voir le sang gicler? Il s'interrogeait. Qui l'avait secourue? Et quelle avait été la suite? Avait-elle désiré être ranimée à l'instant où elle voulait quitter ce monde? Il se reprochait de ne pas avoir prononcé quelques paroles réconfortantes, des encouragements qui l'auraient débarrassé de ses idées morbides. Il aurait pu partir ainsi le cœur léger. Il avait côtoyé et écouté, il était conscient qu'il se charriait encore un fardeau de plus et s'interrogeait sur la capacité de sa volonté à supporter autant de désespoir. Malgré son émotion et la souffrance de sa chair meurtrie, il accéléra sa marche et parvint à Pont-à-Mousson à la tombée du jour. Bien que certaines fenêtres soient équipées de volets en bois coloré, les premières maisons mitoyennes, en briques rouges, formaient un alignement austère. Dans les jardinets, l'orage avait décapité les fleurs rescapées du béton. De rares voitures passaient avec un bruit de moteur fatigué, d'où s'échappait une âcre odeur d'huile brûlée. Une pensée, l'une de celles qui l'appréhendaient, lui revint à l'esprit. Dans un autre contexte, il l'aurait évacuée facilement. Il essaya de songer à Emma, mais même son évocation ne régla rien. Il balança les bras afin d'augmenter sa foulée, mais il fut rapidement à bout de souffle et ne put conserver ce rythme. Aucune action, aucun geste ne pouvait l'éloigner de cette foutue soirée, 7 ans plus tôt, où tout avait volé en éclats dans le dépôt du garage. Dans la chaude atmosphère du hangar, il revoyait son bras tendu vers la porte métallique, il respirait l'odeur d'huile de vidange et de carton humide, il entendait les gémissements, puis ce silence anormal et l'ombre qui se dérobait. « Non, non !» cria-t-il en giflant la pluie. Tout à coup, il ressentit une terrible douleur, son mollet s'était déchiré comme un ballon trop gonflé. Le sol se dérobait et ondulait, il tendit les bras pour amortir sa chute. À genoux, la paume des mains sur les pavés, il implora le ciel noir. « Accordez-moi le pardon, excusez-moi de l'avoir abandonné, sans défense. » Il se souvint qu'un passant l'avait tiré par le col de sa veste mouillée et avait appelé dans la nuit pour que l'on vienne l'aider.